Bonjour à tous. Les inégalités économiques seraient-elles à l'origine d'un grand nombre de problèmes sociaux et sanitaires qui affectent nos sociétés? Pour la première vidéo de cette chaîne, nous allons aborder un ouvrage qui a fait date dans les études sur les inégalités. Il s'agit du livre « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous » de Richard Wilkinson et Kate Pickett aux éditions Les Petits Matins. Ce livre, paru quelques années seulement après la crise des subprimes, dont l'Europe n'était d'ailleurs pas encore véritablement sortie, a effectivement eu un écho relativement important, dont témoigne sa traduction dans plus de 15 langues. Le profil des deux auteurs en particulier a suscité la curiosité, puisque contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas d'économistes, il s'agit d'épidémiologistes, spécialistes donc de la santé publique. Et on va le voir, ce livre aborde justement les nombreuses conséquences sanitaires et sociales des inégalités économiques. Ce livre est en quelque sorte l'issue d'un hasard, puisque les auteurs conduisaient une recherche sur les inégalités de santé, ce qui, au fil de l'eau, les a conduits à s'intéresser aux inégalités économiques. L'ouvrage est une recherche comparative entre les différents pays développés ainsi que les différents États américains. À partir du niveau d'inégalité de revenus dans ces pays, ils regardent comment se comportent d'autres variables sanitaires et sociales. Les auteurs s'appuient aussi sur de nombreuses recherches notamment médicales, pour l'interprétation de leurs résultats. Les inégalités de revenus sont ici formalisées par le rapport entre le revenu reçu par les 20% les plus riches et les 20% les plus pauvres, sauf pour les comparaisons entre les États américains, où ils utilisent alors le coefficient de Gini. Ici, les auteurs se concentrent exclusivement sur les inégalités de revenus pour les besoins de la comparaison. Il s'agit en effet d'une donnée simple, facile à harmoniser entre les États. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les auteurs commencent par relever un paradoxe. Dans les sociétés modernes, tout en ayant acquis une grande aisance matérielle et technique, nous sommes plus anxieux, plus dépressifs, nous sommes des acheteurs compulsifs pour compenser notamment le manque de lien social. Les pays riches souffrent aujourd'hui de nombreux mal-être psychologiques et sociaux. Pourtant, quand on aborde les remèdes à ce mal-être, on se tourne toujours vers des remèdes individuels sans essayer d'en comprendre les causes structurelles. On va le voir, un certain nombre de problèmes sociaux et sanitaires sont largement renforcés par les inégalités économiques. Le niveau de confiance, le niveau de maladie mentale, en particulier l'addiction, l'espérance de vie, la mortalité infantile, l'obésité, la réussite scolaire des enfants, les maternités précoces, le niveau de violence, le taux d'incarcération et la mobilité sociale. Nos sociétés font face à une augmentation de l'anxiété comme de la dépression, ce qui entraîne certains excès, comme la consommation de drogue ou d'alcool, et même une hausse de la criminalité. Si les auteurs admettent bien entendu que les inégalités ne sont pas l'unique point de départ de la montée de l'anxiété, ils établissent en revanche un lien clair avec. L'anxiété est en fait en lien avec la hiérarchisation de nos sociétés. Plus nos sociétés sont stratifiées, plus les individus sont notamment sujets au stress. Cela peut s'expliquer par le fait que nous sommes toutes et tous particulièrement attentifs à notre image et notre statut social. De fait, une plus forte hiérarchisation est à la fois un facteur de stress pour les individus situés en bas de l'échelle, mais aussi pour les autres qui chercheront d'autant plus à préserver leur place. Des études ont confirmé cela en démontrant que les situations pouvant porter atteinte à l'estime de soi, au statut social, sont particulièrement stressantes pour les individus. Thomas Scheff, professeur émérite en sociologie à l'Université de Californie Santa Barbara, dit que la honte est l'émotion sociale par excellence. Autrement dit, plus les inégalités sont fortes dans une société, plus les individus font ressentir leur propre positionnement au sein de la société, ils vont ainsi ressentir une menace liée à l'évaluation de soi par les autres et par eux-mêmes. Les inégalités renforcent ainsi un sentiment d'insécurité sociale, d'anxiété, voire de dépression. Mais plus encore, et c'est là selon moi l'explication la plus intéressante, c'est aussi par la dégradation du lien social que les inégalités affectent les individus. Il existe une causalité claire entre le niveau d'inégalité et le niveau de confiance, l'intensité des liens sociaux. Quand l'inégalité s'accroît, les gens sont moins bienveillants avec leurs semblables, il y a moins de réciprocité dans leurs relations, ils doivent se débrouiller seuls pour obtenir ce qu'ils peuvent et inévitablement, la confiance est en berne. On peut noter ici que bien avant que cette affirmation soit prouvée, Tocqueville, dès le XVIIIe, en avait eu l'intuition dans son célèbre ouvrage « De la démocratie en Amérique »,
où il soulignait l'importance de l'égalité des conditions dans le bon fonctionnement de la jeune démocratie américaine. Au-delà de la santé, Richard Wilkinson et Kate Pickett démontrent également l'impact du niveau d'inégalité sur l'éducation. Le niveau d'instruction globale est corrélé aux inégalités, de même que le niveau de décrochage scolaire. Encore une fois, la pauvreté à elle seule ne parvient que partiellement à expliquer le phénomène. Bien évidemment, les inégalités dégradent le cadre familial, ce qui influe ensuite sur les résultats scolaires. Mais ce n'est pas le seul mécanisme à l'œuvre. En plus de son impact sur le cadre de vie de l'enfant, les inégalités ont aussi un impact sur les capacités cognitives et l'apprentissage. Une étude en Inde a démontré que quand on rappelle leur caste aux enfants, ils obtiennent de moins bons résultats, alors qu'ils réussissent mieux quand on leur explique au contraire qu'ils sont tout aussi bons que les enfants des castes dominantes. Les capacités scolaires des enfants sont en réalité liées à la façon dont ils se perçoivent dans la hiérarchie sociale. Enfin, les deux auteurs notent aussi la causalité qui existe entre les inégalités et la natalité précoce chez les jeunes filles. Si cette causalité est bien établie par les statistiques, les auteurs ont plus de difficultés à expliquer le phénomène. Ils renvoient à une étude du psychologue Jay Belsky qui explique cela par l'expérience vécue pendant la petite enfance qui orienterait les jeunes femmes vers une stratégie de reproduction quantitative ou qualitative en fonction du degré de stress subi au début de leur vie. La précarité des situations vécues pendant l'enfance conduirait ainsi les jeunes femmes à préférer une reproduction rapide au détriment de l'éducation. On entre ici dans l'une des parties qui est selon moi la plus intéressante du livre, puisqu'elle fait écho à une thématique récurrente du débat politique sur les grands médias, il s'agit de la violence. Si l'on doit commencer par rappeler qu'en France, l'augmentation de la violence reste relativement modérée selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, il est très intéressant de noter que l'augmentation de la violence est très fortement liée à celle des inégalités. Les auteurs soulignent que le lien entre la violence et l'inégalité est le mieux établi de tous ceux décrits dans cet ouvrage. Précisément, la honte et l'humiliation renforcées par des inégalités trop fortes sont un cocktail explosif de la violence. Selon le psychiatre et professeur d'université James Gilligan, la violence peut être analysée comme une tentative visant à éloigner ou éliminer le sentiment de honte et d'humiliation en le remplaçant par un sentiment de fierté. Cela explique aussi la prédominance de la violence chez les hommes, pour qui le statut revêt une importance primordiale et qui de ce fait sont beaucoup plus sensibles au risque d'humiliation. Les auteurs relèvent en effet que la violence est avant tout le fait d'hommes jeunes, avec un faible statut social, pour qui la violence semble le seul recours dans la quête de reconnaissance sociale. Mais alors, quel est donc le lien avec les inégalités? Les inégalités exacerbent les enjeux de cette compétition pour le statut social. La corrélation statistique entre la violence et l'inégalité est particulièrement forte pour les homicides et les agressions, un petit peu moins pour le cambriolage et le viol. Un autre point important concerne la réponse des États face à cette violence qui, elle aussi, varie en fonction du niveau d'inégalité. Les conditions carcérales et les peines sont nettement plus lourdes dans les pays inégalitaires, ce qui en retour a pour effet d'augmenter encore la violence. On touche là aussi un point récurrent du débat politique. L'idée la plus répandue voudrait que des conditions carcérales plus dures soient aussi plus efficaces pour prévenir et dissuader la criminalité. Or, c'est exactement l'inverse qui se produit. La dureté des conditions carcérales et l'absence de travail sur la réinsertion conduisent au contraire à renforcer la violence. Un petit délinquant deviendra ainsi un criminel endurci. À ce titre, les États-Unis, qui disposent de l'un des régimes carcéraux les plus difficiles d'Occident, font aussi partie des pays les plus violents. Au contraire, les pays nordiques, réputés pour leur régime carcéral basé sur le respect des droits humains et la réinsertion, obtiennent des résultats nettement meilleurs. Petite précision personnelle sur le cas de la France, où on entend souvent que les conditions carcérales ne seraient pas assez dures, il faut rappeler que la France, au contraire, a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour l'indignité de plusieurs de ses prisons. Pour citer les auteurs, nos systèmes judiciaires sont basés sur l'idée que le châtiment peut dissuader, prévenir ou inhiber la violence, alors qu'en réalité, il s'agit d'un stimulant puissant de celle-ci. Comment expliquer alors que certains États choisissent tout de même d'adopter ce type de régime carcéral pourtant inefficace?
Les auteurs expliquent cela par le fait que certains dirigeants politiques préfèrent flatter les instincts primaires de l'opinion publique plutôt que de mener une politique rationnelle et efficace pour prévenir la récidive et faire diminuer la violence. Cet ouvrage s'intitule « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ». Cela signifie donc que l'égalité n'est pas seulement meilleure pour les pauvres et le grand ensemble qu'on pourrait appeler la classe moyenne, mais également pour les riches. Les auteurs le notent, les meilleurs scores obtenus par les pays les plus égalitaires ne peuvent pas s'expliquer uniquement par la situation préférable des pauvres. Les différences statistiques sont trop importantes. Par conséquent, il faut en déduire que les inégalités dégradent l'ensemble du tissu social et affectent ainsi la société dans son ensemble. Si l'égalité est donc préférable pour tous, quels sont les chemins pour y parvenir à partir des expériences nationales concrètes déjà réalisées? Les auteurs montrent qu'il existe deux exemples concrets de chemins vers l'égalité, la Suède et le Japon. Deux pays qui figurent en tête sur une grande majorité des éléments évoqués au cours du livre. Néanmoins, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que ces deux pays ont emprunté deux chemins singulièrement différents pour l'égalité, en particulier concernant le rôle de l'État. La voie suédoise est celle du rôle central des institutions en utilisant la fiscalité et les prestations sociales pour redistribuer des revenus inégalitaires à l'origine. Pour apporter un point personnel, la situation suédoise s'explique par la domination quasiment sans partage du Parti social-démocrate suédois des travailleurs pendant la quasi-intégralité du XXe siècle, en parvenant à créer un exemple type de ce que le politiciste Gösta Esping Andersson appelle le modèle social-démocrate d'État-providence. Au contraire, le Japon se caractérise par une forte égalité sur le revenu avant la redistribution. C'est-à-dire que les bons résultats obtenus par ce pays ne s'expliquent pas par l'intervention de l'État. Pour apporter un autre point personnel, au contraire de la Suède, le Japon se caractérise politiquement par un règne sans discontinuité de la droite depuis l'occupation américaine qui fait suite à la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, selon les auteurs, il n'est pas obligatoire de passer par l'État pour obtenir une société plus égalitaire. Les auteurs notent à ce titre que le niveau des dépenses sociales et sanitaires n'entretient pas de lien causal avec les différents problèmes sociaux. La dépense publique dans la santé et le social permet uniquement de traiter les conséquences de ces problèmes sociaux et sanitaires, mais n'ont pas d'effet sur leur cause profonde. Kate Pickett et Richard Wilkinson consacrent également un chapitre à l'écologie et aux intrications que celle-ci entretient avec l'enjeu des inégalités. En particulier, les deux auteurs soulignent que dans les pays riches, la croissance ne sert plus à améliorer la santé, le bonheur et le bien-être. Il est même désormais possible d'améliorer les conditions de vie sans croissance. Nous pouvons donc arrêter la quête effrénée vers plus de croissance, puisque celle-ci n'a plus de lien avec l'amélioration du niveau de vie dans les pays riches. Les auteurs démontrent ensuite que les sociétés les plus égalitaires sont aussi les plus avancées dans la transition écologique. Par ailleurs, ce sont également des économies parmi les plus innovantes, contrairement à l'idée souvent répandue qui voudrait que la transition écologique rimerait avec un retour en arrière. Enfin, un point de réflexion très intéressant proposé par les auteurs concerne le lien qu'entretiennent les inégalités et le consumérisme qui caractérisent nos sociétés. Ce dernier serait une conséquence directe de la pression exercée par les inégalités. Pour expliquer cela, les auteurs s'appuient sur les travaux de l'économiste Robert Frank, selon qui la perception de notre niveau social est relative à celui des autres. Ainsi, la consommation des riches conduit à une insatisfaction permanente des autres qui souhaitent les rattraper sans jamais le pouvoir. Le caractère inégalitaire et individualiste de nos sociétés nous pousse à consommer pour conserver une bonne image de nous-mêmes. Un dernier enseignement mis en avant tout au cours du livre concerne la critique des politiques publiques visant à lutter contre les différents problèmes sociaux et sanitaires décrits au fil du livre. Les recherches démontrent que celles-ci ne s'attaquent jamais à la source profonde des problèmes qu'elles combattent, c'est-à-dire les inégalités. Par conséquent, elles sont bien souvent inefficaces ou ne font que traiter les conséquences de ces problèmes sans jamais s'attaquer aux causes profondes. Ces politiques sont de plus toujours très cloisonnées entre elles,
selon les domaines alors qu'elles devraient être prises comme un tout. Enfin, en termes financiers, dans leur post-scriptum, les deux auteurs reprennent des études démontrant que les pays les plus inégalitaires sont également ceux dont le niveau d'endettement public est le plus élevé. Ils notent que la prévention des problèmes sociaux et sanitaires par la réduction des inégalités coûterait bien moins cher que les politiques publiques qui ne font que répondre aux conséquences. Pour aborder maintenant la conclusion, Kate Pickett et Richard Wilkinson proposent de renforcer la participation des salariés dans les entreprises. Celle-ci permet à la fois de réduire les inégalités primaires de revenus, de valoriser le rôle des salariés dans l'entreprise. Enfin, les études démontrent que l'implication des salariés dans l'entreprise débouche in fine sur de meilleurs résultats économiques. Ces propositions elles font écho à celles de Thomas Piketty et nous y reviendrons dans une prochaine vidéo consacrée au livre Capital et idéologie. Pour introduire une perspective critique, certains s'interrogeront certainement sur la véracité des causalités relevées par les auteurs. Face à cela, Kate Pickett et Richard Wilkinson répondent par plusieurs arguments. Tout d'abord, le grand nombre de pays étudiés permet d'écarter les éventuels hasards statistiques. Ensuite, les variations sont identiques entre la montée des inégalités et l'augmentation ou la diminution des problèmes sociaux et sanitaires. Enfin, ils reprennent le philosophe Karl Popper selon qui, pour tester la véracité d'une hypothèse, il faut voir si elle est capable de prédire certains phénomènes. Or, cela se vérifie, la remontée des inégalités précède l'augmentation de certains problèmes sociaux et sanitaires. En revanche, selon moi, si les auteurs parviennent à démontrer d'un point de vue statistique la causalité qui existe entre les inégalités et les nombreux problèmes sanitaires et sociaux décrits, les explications de ces phénomènes sont moins évidentes, de leur propre aveu par ailleurs. Elles ouvrent ainsi le chemin à de prochaines recherches. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer cette vidéo. Bonne journée.